Bonsoir chers tous, c'est Isaac John, acteur culturel gabonais. Je viens vous faire un coucou. Oui, allô ma petite soeur, ça va bien. Laisse-moi, non, laisse-moi te rappeler, je suis en train de faire une vidéo là, je m'adresse à Ali Bongo. Mais c'est pas grave, tu sais, on est entre nous Gabonais, donc on se parle doucement. Non mais attends, je te rappelle, t'inquiète pas, après le direct. Hmm. Donc, partagez la vidéo, hein, parce qu'on va parler de petits sujets ce soir, des petits sujets entre Gabonais. Donc, je vais d'abord arrêter, je vais mettre en mode avion. Voilà. Bonsoir, chers les amis, voilà, je vais inviter tout le monde. Je vais m'adresser à Ali Bongo Ondimba ce soir. Parce que lui, il a adressé ses vœux à la nation la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Je pense il y a 7 jours, hein, le discours à la nation. Aujourd'hui, je les lui renvoie à ma manière. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on ne digère plus, qu'on ne tolère plus. Mais l'heure n'est plus à crier sur les autres, ni à vociférer derrière les vidéos. Nous devons nous dire des choses sensées qui nous amèneront à une meilleure conscience, parce que c'est notre peuple qui se meurt, c'est notre culture qui disparaît, c'est notre vie qui est condamnée désormais, c'est notre avenir qui est hypothéqué, ce sont nos enfants qui en paieront le prix pour une forfaiture qu'ils n'ont pas demandé, pour une forfaiture qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas participé. Si nous ne faisons pas l'essentiel aujourd'hui, demain il nous sera impossible. Au moins, on dira, ils ont parlé. Au moins, on dira, ils ont crié. Au moins, on dira, ils ont hurlé. Mais les dirigeants n'ont pas voulu écouter le peuple. Quand le moment viendra. Donc, je pense que j'ai déjà assez invité. Essayez d'inviter vos amis à vous. Donc, comment on ne peut pas partager le direct? Si vous pouvez partager le direct, ma petite sœur, Natacha Okoka. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, oh, merci, merci. Le roi, merci. Bonne année à toi aussi. Je suis en train d'envoyer un message à Ali Bongo Ndimba. Ce soir, je viens m'adresser à vous. Je vous vois parce que j'ai ce respect de vous en tant qu'acteur gabonais. Et ce respect que je vous dois encore parce que je reste humain. Vous êtes un aîné de par votre âge. Vous êtes quelqu'un qui, du moins jusqu'à aujourd'hui, parlait au nom du Gabon dans des endroits où l'autorité du Gabon est attendue. Mais bien que ça, j'ai quelque chose quand même à vous dire. Ali Bongo, qu'est-ce que vous avez à la place des yeux pour ne pas voir les choses? Qu'est-ce que vous avez à la place des oreilles pour ne pas être attentif aux cris du peuple gabonais? Qu'est-ce que vous avez à la place de vos oreilles? Qu'est-ce que vous avez à la place de votre bouche pour ne pas ressentir ce que les Gabonais ressentent dans leur chair? Qu'est-ce que vous avez à la place de votre cœur pour ne pas être compatissant à la souffrance que les Gabonais vivent? Ali Bongo, qu'est-ce que vous avez à la place du cerveau pour ne pas réfléchir et trouver des solutions aux problèmes des Gabonais, pour trouver des solutions aux fléaux qui minent la société gabonaise aujourd'hui? Ali Bongo, qu'est-ce qui se passe? Ali Bongo, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus comment il faut vous parler. Ali Bongo, je ne sais pas.
On n'a pas éduqué les Gabonais comme ça. Aujourd'hui, les Gabonais n'ont plus de repères. Aujourd'hui, les Gabonais ne savent plus où aller, vers qui aller, où crier. Ali Bongo, c'est comment? Ali Bongo, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, Isaac, je me mets maintenant à vous parler comme ça. Ce n'était pas mon travail. Ali Bongo, chacun de nous a un travail. Je suis acteur culturel gabonais. Je ne suis pas politicien. Mais vu ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, je suis obligé de prendre la parole et de vous parler comme ça. Je ne sais pas injurier les gens, Ali Bongo. Je ne sais pas manquer du respect à mes aînés, sauf à ceux qui ne sont pas Gabonais et qui veulent monter sur les Gabonais. Ne me poussez pas un jour à changer de casquette et à vous parler comme je parle à ces autres-là que vous connaissez, qui sont autour de vous, Ali Bongo. Dans cette famille, je sais beaucoup de choses. Depuis là, je crie, je hurle, je vocifère, je suis fâché. Mais je n'ai pas encore parlé. Je n'ai encore rien dit. Ali Bongo, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, partout dans le monde, le Gabon est réduit à la moquerie à cause de vous. Aujourd'hui, le Gabon est réduit à l'insulte à cause de vous. Ali Bongo, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes resté 10 ans au ministère de la Défense. Vous êtes resté 10 ans au ministère de la Défense, au ministère de la Défense nationale du Gabon. Ali Bongo, vous êtes resté 10 ans sous le règne de Bongo, votre père. On n'a pas entendu qu'Ali Bongo Ndimba était un bagarreur. On n'a pas entendu qu'Ali Bongo Ndimba était un mercenaire. On n'a pas entendu qu'Ali Bongo Ndimba était un bagarreur. On n'a pas entendu qu'Ali Bongo Ndimba, à part quelques petites histoires, comme cette histoire de Renjambé en 90, à part quelques petites histoires, comme ces histoires avec André Mbaobam, lorsque vous vous êtes séparés, avant de vous mettre maintenant dans la concurrence en 2009, en tant que candidat à la présidentielle, on n'avait jamais entendu parler de vous nulle part. En tant qu'Ali Bongo Ndimba n'aime pas ses frères, en tant qu'Ali Bongo, on n'entendait pas ça. Vous êtes resté dans votre coin au ministère de la Défense sans jamais émettre un seul cri, et sans jamais montrer un seul signe de barbarisme. Ali Bongo Ndimba. En 2009, les Gabonais vous ont laissé le temps d'être là et de vous faire votre propre personnalité aux yeux des Gabonais et aux yeux du monde entier. Parce que nous sortions d'un double deuil. Le double deuil était le décès d'Edith Bongo Ondimba et le décès qui s'en est suivi d'Omar Bongo Ondimba lui-même. Les Gabonais en 2009 étaient sous le choc. En 2009, tout s'est passé comme vous-même vous savez. On vous a laissé. Au lieu de remettre cette confiance, au lieu de construire votre personnalité au niveau des cœurs des Gabonais, au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau de la sensibilité, au niveau de l'affection, au niveau de l'amour, au niveau de la fraternité des Gabonais, vous vous êtes montré méchant, vous vous êtes montré orgueilleux et vous vous êtes montré très cruel en faisant ce que vous savez faire. Vous avez cassé la cité de la démocratie. Ali Bongo Ndimba, les travaux que vous aviez prévus pour la cité de la démocratie, là, nous avons un terrain qui est là, au bord de mer, où il y avait l'ancien hôtel. L'hôtel Dialogue. Cet emplacement-là est là. Cet endroit est là. C'est clôturé avec des vieilles tôles. Et pourtant, cet endroit attend d'être réaménagé. Des infrastructures pourraient sortir de sol à partir de cet endroit. Vous avez laissé cet endroit. Vous avez demandé de casser l'hôtel Atlantique. Vous avez laissé cet endroit. Vous êtes parti vous acharner contre les bâtisses de Jeanne Ebori, sachant bien ce que ce bâtiment représentait pour les Gabonais. Et pourtant, ce que vous avez mis là, comme nouveau bâtiment, vous pourriez le mettre vers, je ne sais pas, vers Ovendo, vers le PK... vers les PK24, puisque vous voulez étendre, soi-disant, la ville de Libreville, en implantant la zone de Coq.
Là-bas, ça aurait bien servi toutes ces populations d'avoir un hôpital, comme celui que vous avez construit à la place de l'ancien Jean Ebori. Ici, en France, la culture est la chose qui conduit toute évolution de la société. On fait la préservation des vieux bâtiments, on fait la préservation de l'histoire, on fait la préservation des traces qui marquent l'histoire dans le pays. On fait plein de choses. Mais au Gabon, on détruit tout. Il n'y a plus rien qui puisse nous rappeler notre passé. La cité de la démocratie vous a fait quoi, Ali Bongo Ondimba? La cité de la démocratie qui est devenue aujourd'hui un site où on est allé enterrer des cadavres. Des gens qui sont tombés le jour du 31 août 2016. Là-bas, on est allé enterrer. On est allé creuser des fosses communes. Comment ils appellent ça, semblable à des fosses communes, des endroits où on a enterré des Gabonais. On a cassé la cité de la démocratie pour nous retrouver aujourd'hui à chaque cérémonie sous des tentes. C'est quelle culture, Ali Bongo Ondimba, vous voulez que les Gabonais ont de vous? Quelle est la culture que vous voulez aujourd'hui que les Gabonais retiennent de vous? Ali Bongo Ondimba, nous ne sommes plus cette génération naïve des groupes d'animation, comme à l'époque où votre mère, votre pseudo-mère, occupait la pensée des gens, traitait les gens comme des animaux, traitait des mères de famille comme des vulgaires personnes, au lieu de les éduquer à la formation, au lieu de les éduquer à la responsabilisation de la femme dans la société, au lieu de faire de ces femmes-là des porte-flambeaux pour l'avenir que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous, aujourd'hui, nous allons léguer ce flambeau à nos enfants demain. Quelle est la culture que vous voulez que les Gabonais retiennent de vous, Ali Bongo Ondimba? Vous-même, vous avez vu, vous avez montré jusqu'où vos limites étaient arrêtées. Vous avez montré jusqu'où vos limites pouvaient aller. Vous avez montré à tout le monde, Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, tout le monde entier se moque de vous. Macky Sall, pour son premier mandat, aujourd'hui, il a inauguré l'aéroport, le nouvel aéroport de Dakar, où vous aviez promis inaugurer le vôtre dans 3 ans. L'année dernière s'est déjà écoulée. Donc, dans 2 ans, on aura un nouvel aéroport à Libreville. Quel jour? Les travaux sont faits où? Ali Bongo. Quand Macky Sall a construit cet aéroport, les Sénégalais se sont retrouvés au chômage. Les sociétés ont fermé au Sénégal. Quand Macky Sall a entrepris les travaux de cet aéroport, quand il a inauguré cet aéroport, c'est lui qui a entamé les travaux. Les travaux ont été entamés par ses prédécesseurs. C'est-à-dire, Wade avant de venir, ce que Abdou Diouf avait laissé, Wade a continué. Ce que Wade a laissé, Macky Sall a continué. Et chaque président a laissé des infrastructures qui parlent de leur passage à la présidence de la République. Abdoulaye Wade, lorsqu'il est parti, il a laissé la statue de la Renaissance. La famille composée africaine, le père, la mère et l'enfant qui regardent le soleil. Le soleil, c'est l'avenir. Aujourd'hui, tous les touristes qui vont au Sénégal vont marquer de leur présence, de leur passage, et à l'île de Gorée, l'île de la déportation, et à la statue de la Renaissance. Ce sont des œuvres que les autres laissent. Ce sont les œuvres que les autres construisent. Vous venez à votre tour, vous prenez le Gabon, vous l'attachez. Nous ne sommes pas là pour vivre pendant 100 ans. Aujourd'hui, la moyenne de vie au Gabon est de 50 ans. 55 ans, c'est une magie pour l'atteindre. 60 ans, encore pire. 65 ans, ou 70 ans, ou 80 ans, c'est des miracles, c'est des exploits à réaliser aujourd'hui au Gabon chez nous. Nous ne sommes pas là pour vivre au-delà de nos forces psychologiques ou mentales ou physiques, je ne sais pas. Nous sommes désormais voués à une mort certaine avant même les 60 ou les 70 ans au Gabon. À quel temps pensez-vous que les jeunes au Gabon vont se réaliser? S'il faut mettre chacun en prison parce qu'il dit ses vérités, s'il faut mettre tout le temps les gens en prison parce qu'ils sont en train de revendiquer leurs droits, qui sont des droits légitimes pour un peuple, à quel moment nous allons nous développer? Ali Bongo Ondimba. Regardez dans tous les secteurs d'activité, il y a des grèves partout. Dans tous les secteurs productifs qui font rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, c'est des grèves à n'en plus finir. Ali Bongo Ondimba. C'est comme ça, ce Gabon
que vous vouliez diriger à l'époque que votre père était vivant, parce que vous avez déjà cette idée-là dans votre tête, d'être président, d'être roi un jour au Gabon. C'est de cette jeunesse-là que vous pensiez. C'est de cette jeunesse-là que vous vouliez, à cette époque-là. Ces enfants qui manquent de table-banc, et les tables-bancs, quand ils veulent même être fabriqués, on va les fabriquer au Maroc. Et pourtant, il y a des artisans au Gabon. Et pourtant, il y a des ébénistes au Gabon. On peut, avec le bois du Gabon, fabriquer des tables-bancs pour les écoles du Gabon, au Gabon, et les mettre dans les salles de classe au Gabon. Vous avez transformé le Gabon en terrain de jeu. Le monde entier. Vous voyez George Weah? George Weah, aujourd'hui, en tant que président du Libéria, il sait comment le succès se fait. Il sait comment les efforts amènent au succès. C'est-à-dire que dans sa présidence, il va se dire, bon, moi j'ai eu ce que j'ai aujourd'hui comme renommée internationale, comme succès planétaire. C'est grâce à mes efforts. Parce que George Weah est né de parents pauvres. La dernière fois, il a été invité à l'émission footballistique qui se passe en France ici. Il a fait son témoignage. Il a dit qu'il était né de parents pauvres. Son père et sa mère sont divorcés lorsqu'il était encore enfant. Et son père est allé le laisser l'abandonner au village, chez sa grand-mère. Et c'est de chez sa grand-mère qu'il prend le goût pour le sport. Parce que c'était la seule activité qui pouvait lui permettre de croire en son avenir. Et il a trimé là-bas dans son village avec sa grand-mère. Vers les 18 ans, il a pris son courage, il a dit non. Je m'en vais vers le Cameroun, parce qu'au Cameroun, il y a une bonne équipe, au Cameroun, il y a des clubs, au Cameroun, il y a le football vraiment, comme moi je rêve, je m'en vais un peu tenter ma vie là-bas. Quand il arrive au Cameroun, il rencontre des gens qui croient en lui, au Cameroun. Il rencontre des gens qui croient en lui au Cameroun. Et du Cameroun, il se fait remarquer, il se fait sélectionner par quelqu'un qui est dans de grands clubs ici en France et qui prend maintenant George Weah et qui l'amène en Europe. Aujourd'hui où George Weah a remporté des succès dans le monde avec son ballon. George Weah étant à la présidence, il sait comment fabriquer ce qu'on appelle la passion. Il sait comment entretenir ce qu'on appelle la passion. Il sait contrôler ce qu'on appelle les émotions. Il n'a pas été un enfant gâté par un père président. Il n'a pas été un enfant gâté par une mère pseudo-artiste ou pseudo-diva du Gabon. Je ne sais pas. Donc il sait le goût de l'effort. Ali Bongo Ondimba, lorsque vous prenez votre temps, vous prenez votre visage, vous prenez votre voix, vous venez devant la télé, vous adressez aux Gabonais. Oui, je viens présenter les... vous parlez comme vous savez faire. Vous mentez à longueur de temps aux Gabonais et vous croyez que ça nous fait plaisir? Moi aujourd'hui, Isaac John, si je meurs parce que je parle du Gabon, c'est mon pays. Demain, je serai enterré au Gabon. Même si quelqu'un que vous enverrez me tue dans les rues de Paris, ou dans les rues de Londres, ou dans les rues de Suisse, ou dans les rues de n'importe quel pays ici en Occident, parce que je voyage beaucoup. Même si cette personne me tue, sauf si ce jour, vous donnerez l'ordre que mon corps n'atterrisse pas au Gabon. C'est pas grave. On ira quand même m'enterrer quelque part. Mais plus tard, l'histoire fera que mon corps parte au Gabon. Être enterré aux côtés de celui de mon père et de ma grand-mère. C'est pas possible. On ne peut plus vivre comme ça. Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez vous éterniser au pouvoir? Éternisez-vous au pouvoir. Mais faites pour le Gabon. L'argent que vous prenez tous les jours pour aller investir ailleurs, l'argent que vous prenez tous les jours pour aller détruire, gaspiller ailleurs, l'argent là peut construire le Gabon. Ali Bongo, vous avez vu en Libye, lorsqu'on a découvert l'achat des Noirs là-bas traités comme des esclaves. Vous avez compté combien de Gabonais? Vous avez vu combien de Gabonais dans les télévisions en train de témoigner? On a vu des Camerounais, on a vu des Congolais, on a vu des Tchadiens, on a vu des Sénégalais, on a vu des Burkinabés, on a vu
on a vu toutes les Ivoiriens, on a vu toutes les ethnies de l'Afrique noire. Combien de Gabonais vous avez compté là-bas? Nous les Gabonais, on ne sait pas nous exiler. On ne sait pas vivre loin de notre Gabon. Aujourd'hui, vous êtes en train de vider le Gabon. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire en sorte que toutes les têtes pensantes du Gabon quittent le Gabon pour aller vivre l'exil. Vous croyez que ça me fait plaisir de vivre loin de ma famille, de vivre loin de ma terre, de ne pas chanter au Gabon? Ça fait 4 ans aujourd'hui, je n'ai pas mis les pieds au Gabon. Vous êtes content, Ali Bongo Ondimba? Je ne sais pas. Cette jeunesse qui est là, une jeunesse intellectuelle, à l'heure de la technologie la plus savante, à l'heure où la technologie est en train de remporter tous les records, le Gabon n'est même pas compté parmi ceux qui sont aujourd'hui à la première place de toutes les inventions intellectuelles, de toutes les inventions technologiques. Aujourd'hui, on enregistre au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Cameroun, au Congo même, bien qu'il y a la guerre, des exploits au niveau de la culture, des exploits au niveau de la technologie, des exploits au niveau de la sociabilisation des peuples. Nous, au Gabon, on recule. Nous, au Gabon, on n'a plus d'espoir. Nous, au Gabon, on ne pense plus à rien. Tous les jours, les gens m'écrivent inbox. Que ce fut à Port-Gentil, que ce fut à Oyem, que ce fut depuis Lambaréné, que des amis que j'ai partout me disent, Isaac, ici au pays, on n'a plus la vie. Isaac, ici au pays, rien ne va plus. Ali Bongo Ondimba, à l'heure où l'Afrique noire connaît des perturbations, à l'heure où l'Afrique noire connaît des guerres un peu ici et là, on aurait développé l'agriculture, mais d'une autre manière. Faire de l'agriculture qui pourrait nourrir ces pays en difficulté. Mais vous êtes venu avec quelque chose qu'on appelle l'EVA. L'EVA nourrit qui? L'EVA sert d'industrie aux pays qui traitent avec vous. L'EVA, après le cultiver, après l'extraire, après le mettre en convoi pour les pays avec lesquels vous sous-traitez. Le peuple a quoi derrière? Et toutes ces sociétés, ce sont des sociétés que les gens comme Liban Suleiman vous demandent de signer, vous demandent d'avoir au Gabon, vous demandent de laisser grandir au Gabon. Les Gabonais ont quoi dedans? Ali Bongo, ne poussez pas tout le monde à vous parler avec d'autres mots, parce que moi je n'ai pas été éduqué comme ça. On vous a parlé d'Acrombessi. L'ambassade du Bénin fut même brûlée, incendiée en 2015 ou en 2014, je ne sais plus trop les dates. Cette ambassade fut incendiée, l'ambassade de la République du Bénin. Pour vous dire combien de fois les Gabonais ne voulaient pas de cette histoire de vous et d'Acrombessi auprès de vous. Aujourd'hui, vous mettez encore un Brice Lacruche Alianga comme directeur de cabinet à côté de vous. Vous-même, vous ne parlez pas la langue. Ni celle de votre père qu'on appelle la langue Mbama, ni celle de votre mère qu'on appelle la langue Terre. Vous ne parlez aucune des deux. Vous mettez encore quelqu'un comme ça qui ne sait même rien dire. Même pas le béaba. À vos côtés, si les ancêtres du Gabon viennent vous parler en songe, viennent vous parler dans les rêves, viennent vous dire des choses spirituellement, vous croyez qu'ils vont venir vous parler en français? Vous croyez que Ali Bongo Ondimba, quand ces gens, quand ces entités spirituelles, lorsqu'elles viendront vous parler, elles vont vous parler en anglais, elles vont vous parler en chinois, elles vont vous parler en quoi? Dans une langue je ne sais pas quoi? Non! Elles viendront vous parler dans les symboles culturels, traditionnels, ancestraux, les symboles ancestraux. Mais Gabonais, il faudra avoir à vos côtés des gens qui puissent vous le traduire. Vous voyez que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui tombe à l'eau. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ne marche pas. Même votre propre visage, les génies du Gabon ne veulent plus. Ils ne supportent même plus de vous voir. Ali Bongo Ondimba. Et vous ne cessez de décevoir les Gabonais. Même pour le peu d'estime qu'on a dit que oui, à partir de là, il fera peut-être quelque chose. Il va peut-être démissionner. Il va peut-être laisser la chance à ce Gabon de connaître l'alternance en disant bon, c'est bon, j'ai compris, je m'éloigne. Ou bien en disant bon, c'est bon, j'ai compris, je vais écouter le peuple. Mais tout ça, vous ne faites pas Ali Bongo Ondimba. Vous ne faites pas. Vous croyez qu'en temps normal,
votre adversaire politique aujourd'hui, qui est votre ex-beau-frère, le père de vos neveux, vous croyez que qui pouvait être derrière lui? Qui pouvait le soutenir? Qui pouvait le porter? Qui pouvait parler pour lui? Qui pouvait être là en train de faire de lui l'image du Gabon dont on a rêvé? Personne. Mais à cause de votre orgueil, l'alternance, malheureusement, le choix s'est porté sur lui. On ne crie pas son nom parce qu'il est le plus exemplaire au Gabon. On ne crie pas son nom ou les gens veulent de lui parce que c'est lui qui a fait beaucoup de choses lorsqu'il était aux affaires. Non. On ne dit pas que c'est lui qui doit être président parce que le peuple l'a élu, parce qu'il est saint, ou bien il est le plus propre de vous tous. Non. Mais c'est parce que l'alternance en venant au Gabon, c'est ce monsieur qui était là, debout. Aujourd'hui, George Weah, en devenant président au Libéria, mais il nous donne à tous la chance de croire désormais qu'il est possible de croire en la jeunesse d'aujourd'hui. Ces jeunes talents qui sont en train de faire parler du Gabon ailleurs, et sur des grands podiums, et sur des grands stades, et sur et dans des compétitions qui donnent plaisir à regarder un compatriote défendre les couleurs de son pays par le sport, par la musique, par toutes ces casquettes culturelles. Aujourd'hui, nous sommes fiers. J'ai vu les Camerounais commencer à défiler avec les photos de Samuel Eto'o pour déjà prévenir qu'un Samuel Eto'o pourrait devenir président du Cameroun. J'ai vu et j'étais très fier. Parce que ce sont des jeunes qui ont vu la souffrance. Ce sont les jeunes qui ont vécu la souffrance. Ce sont les jeunes qui ont grandi dans la souffrance. Et ce sont les jeunes qui ont eu leur succès grâce à leurs propres efforts. Et une fois à la tête d'un pays, ils sauront diriger un pays. Ils sauront conduire une jeunesse. Ils sauront inspirer davantage tous ces jeunes qui seront en train de les regarder. Mais vous avez toujours été bénis par des parents qui vous ont toujours tout offert. À la moindre demande, tout vous était toujours servi. À la moindre occasion, tout vous était toujours offert. Vous avez grandi dans des familles où toutes les possibilités étaient déjà acquises. Donc vous n'aviez plus d'efforts. Vous croyez que moi, ça me fait plaisir lorsque je suis un reportage sur vous, sur France 2, ou que les amis me l'envoient par email, ou en inbox Facebook, ou sinon par WhatsApp, pour me montrer vos incapacités intellectuelles lorsque vous étiez ici en France, en tant qu'étudiant. Et dans le document, je ne sais même pas quels sont vos conseillers qui vous laissent répondre à un questionnaire pareil. Le bac vous a été donné parce que votre défunt père avait appelé l'Élysée en disant que oui, mon enfant est en terminale, donc trouvez-lui, oui, faites tout là-bas, hein, et puis voilà. Vous croyez que par exemple, quand George Weah suit un documentaire comme ça, il va dire oui, je suis fier de mon ami qui est président du Gabon, même si vous êtes son ami? Vous croyez que lorsque par exemple Samuel Eto'o suit un documentaire comme ça, même s'il a l'habitude de venir au Gabon, il sera fier de vous pour dire que oui, je suis l'ami d'Ali Bongo Ondimba? Non. Vous croyez que même Messi, qui est venu vous voir au Gabon, celui pour qui vous êtes devenu le chauffeur, un président d'un pays, c'est même pas que Messi était avec vous dans une balade officieuse, où les caméras n'étaient pas là, où ça n'engageait pas la patrie, mais vous vous êtes permis de conduire Messi. George Weah, au Libéria, il a peut-être conduit des amis hors contexte avant d'être président. Mais je ne sais pas si George Weah se donnera le droit de conduire par exemple un Samuel Eto'o venant au Libéria pour lui rendre visite. Je ne sais pas si George Weah, en tant que grande gloire du football africain, se donnerait le droit de conduire Abedi Pelé quand celui-ci viendra lui rendre visite au Libéria. Je ne sais pas si George Weah se donnera ce plaisir de recevoir Ronaldinho, non, je ne sais pas, je ne suis pas un fan du football, donc je ne connais même pas les joueurs là. Hein? J'ai des noms comme ça, mais Ronaldo ou Ronaldinho, je ne sais pas. Là, je suis en train de me fâcher. Tout ce
Tout s'embrouille dans ma tête là. Je ne sais pas si Georges Weah va prendre le courage de dire, bon, j'ai mon pote qui est footballeur, ou bien Neymar va venir voir Georges Weah, et Georges Weah va laisser Neymar venir le saluer en short. Un short, comme on appelle, criss-cross. Ça veut dire un short un peu déchiré sur les côtés, avec un petit t-shirt montrant ses tatouages. Et pourtant, tout le personnel qui était avec lui dans l'avion était bien habillé. Et lui seul avait mis le short. C'était pour montrer quoi? Qu'il ne vous respectait même pas. Il arrive ici au Gabon, vous arrivez dans votre voiture, vous vous mettez carrément au volant pour ridiculiser tout un pays aux yeux du monde entier. Vous avez vu ce que les Sénégalais avaient fait dans leurs émissions? Pardon. Vous avez vu ce que les Congolais avaient fait dans leurs émissions? Vous avez vu ce que les Béninois ont fait dans leurs émissions? Ils se sont moqués du Gabonais. Ils se sont moqués du Gabon. Pas de vous. Parce que vous saviez que lorsque vous étiez en train de vous comporter comme ça, ce n'est pas sur vous que la moquerie s'adresserait. Ce n'est pas sur vous que la moquerie arriverait. C'est sur le peuple gabonais. Nous avons des valeurs. Nous sommes un pays qui a beaucoup de culture. Nous sommes un pays qui a beaucoup de valeurs. Ali Bongo Ondimba, regardez un peu cette jeunesse-là. Les étudiants sont en France en train d'aller protester devant l'ambassade du Gabon qui est à la rue, comment on appelle, au métro La Muette. Vous êtes content de ça? De voir des étudiants gabonais en plein hiver, chassés dans leurs bâtiments, chassés de leur logement d'étudiants, parce que les bourses n'ont pas été versées. Et vous venez glander lors du One Summit, je ne suis pas un anglais, donc excusez-moi de l'accent. Je ne sais pas. One Summit, planète, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Vous venez comme ça et vous glandez devant les gens. Vous appelez d'abord Macron. Oui, je salue mon ami Macron. Comme si lui, quand il vous a présenté, il avait dit aux gens, je salue mon ami Ali Bongo Ondimba. Vous cherchez quoi, Ali Bongo Ondimba? Vous cherchez quoi? Le respect ne s'achète pas. La considération ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. Ce sont des choses qui se donnent lorsque la personne a un intérêt pour les gens. Lorsque la personne montre à son peuple qu'il l'écoute. Vous forcez tout. Et les gens qui sont autour de vous vous font croire le contraire. Hein. Estimez-vous heureux de m'entendre. Estimez-vous heureux que je puisse vous parler de cette manière-là. Parce que s'il y a quelqu'un, de tous ceux qui sont autour de vous, s'il y a quelqu'un qui vous dit des choses comme les Gabonais le pensent, c'est Isaac John. Sans vous injurier, sans vous manquer de respect dans mes mots. Parce que je préfère insulter Akro Messi, je préfère insulter Liban Soleiman, ils ne seront jamais Gabonais. Parce que s'ils étaient Gabonais, au lieu de voler l'argent et aller investir en Somalie, au lieu de voler l'argent et aller investir aux États-Unis, ils construiraient des cités au Gabon. Ils logeraient des Gabonais dans leurs investissements. Et ce ne serait pas des investissements gratuits. Les Gabonais allaient payer chaque fin du mois. Parce que ces logements allaient être pour eux des abris. Vous montrez à tout le monde que vous n'aimez pas le Gabon et vous accusez que ce sont les Gabonais qui ne vous aiment pas. Vous montrez à tout le monde que vous maltraitez les Gabonais et vous dites que ce sont les Gabonais qui vous maltraitent. Vous montrez à tout le monde que les Gabonais ne comptent pas pour vous. Et c'est vous le premier à dire au monde entier, oui, le Gabonais est têtu, le Gabonais ne m'écoute pas. Vous voulez qu'on vous écoute comment? Vous parlez au Gabonais dans quelle langue? Vous venez au pouvoir, vous imposez, le Gabon doit maintenant parler l'anglais. Pendant que vous-même, vous ne savez même pas parler ni le Téké, ni la langue Mbama. Et vous imposez aux gens de parler l'anglais. Vous venez au pouvoir, vous mettez Akro Messi. Vous avez vu aujourd'hui comment les Béninois manquent du respect aux Gabonais? Vous avez entendu les notes vocales que les Béninois se donnent le plaisir aujourd'hui d'envoyer aux Gabonais? Les Gabonais sont fainéants, les Gabonais sont ceci et cela, les Gabonais... Ali Bongo Ondimba, allez-y dire à vos Béninois, puisque vous êtes leur ambassadeur, c'est vous qui les encensez. Allez-y demander aux Béninois, qui a construit Dubaï, où tout le monde se donne maintenant la joie d'aller en vacances, d'aller faire le shopping, d'aller faire les mariages, d'aller en... je ne sais pas, même vous-même, vous avez peut-être combien d'appartements là-bas. Qui a construit Dubaï? Ce sont les Indiens de l'Inde. Ce sont les Indiens. Ce sont les Éthiopiens.
Ce sont les Arabes des pays voisins, comme les Marocains, comme les Algériens, comme les Tunisiens. Ce sont eux qui sont allés là-bas, la main-d'œuvre étrangère. Ce sont eux qui ont construit Dubaï. Mais en construisant Dubaï, il y a eu des traités, il y a eu des accords. Vous construisez, on vous paye, vous foutez le camp chez vous, avec l'argent qu'on vous paye, comme la France aussi fait ici. Qui a construit la France? C'est les Africains. C'est les guerres. Qui a fait la guerre pour la France? C'est les Africains et certains autres pays alliés. Qui a fait la guerre pour les États-Unis? La même chose. Qui a construit les États-Unis? C'est la même chose. Mais vous, les gens viennent chez nous au Gabon, vous les laissez acheter des terrains pour les revendre aux Gabonais. Un Gabonais peut aller au Bénin, acheter un terrain, et puis après il le revend à un Béninois. Un Gabonais peut aller en Somalie et devenir propriétaire je ne sais pas, d'une zone industrielle et puis après revendre ça aux Somaliens. Non, on devrait avoir des lois qui nous protègent au Gabon. N'importe qui pouvait ou peut ou pourrait venir investir au Gabon, mais ne jamais avoir le droit d'être propriétaire. Ça existe partout. Ali Bongo Ondimba. Vous êtes parti à Londres, vous avez acheté des villas là-bas. Ces villas-là, si vous ne payez pas les taxes, si vous ne payez pas les impôts, si vous ne payez pas ce qui devrait être pour le suivi de vos maisons, au niveau des notaires, au niveau de la loi, au niveau de la commune, au niveau de la justice, au bout d'un moment, l'État anglais prend vos biens et les met à la disposition de ceux qui en veulent. Au Gabon, nous devons avoir ce genre de loi-là. Les Libanais sont propriétaires de terrains au Gabon. Les Libanais sont propriétaires de sociétés au Gabon. Les Libanais, quand ils veulent, ils occupent les Gabonais comme ils veulent. On a vu ça où? Qui doit être l'avocat des Gabonais aux yeux de ces gens-là? C'est pas vous. Récemment, il y a eu un problème qui s'est opposé entre M. Samuel Dossou et Vincent Bolloré. Samuel Dossou a mûri son projet depuis longtemps, avec l'argent qu'il a fait fortune au Gabon. Quand mon grand-mère, Samuel Dossou, avait déjà dans sa casquette un gros projet de faire un chemin de fer, de faire un chemin de fer entre le Bénin et le Nigeria, puisque ce sont des pays limitrophes. Puisque vous, on dirait parfois, vous perdez un peu la suite là. C'est un pays limitrophe. Ce sont des pays limitrophes, le Nigeria et puis le Bénin. Samuel Dossou avait déjà son projet. Il l'a soumis à ses associés, dont Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, qu'est-ce qu'il fait? Vincent Bolloré, oh là là, le micro il est où? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Vincent Bolloré prend le projet, il va corrompre le président, comment il s'appelle, celui qui était avant Patrice Talon, Yahi Boni, hein? Vincent Bolloré va s'asseoir avec Yahi Boni. Vincent Bolloré dit à Yahi Boni, voilà le projet qui est là. C'est un projet juteux. C'est un projet ceci, cela. Si nous le réalisons, tu as ta quote-part, moi aussi j'ai ma quote-part. Mais l'avenir étant celui qu'il est, faisant les choses comme Dieu le décide, Yahi Boni a été évincé par l'élection présidentielle qui opposa Zinzou, qui était pour la France un bon candidat, qui était pour la France quelqu'un qui viendrait arranger les accords de la France sur le Bénin, et Patrice Talon. Quand Patrice Talon arrive, Patrice Talon dit « Je suis le président du Bénin. Tout ce qui se fait pour le Bénin, ou tout ce qui se fait au Bénin, devrait d'abord profiter aux Béninois et aux autres après. » L'histoire est partie au tribunal. Vincent Bolloré contre Samuel Dossou. La justice béninoise a tranché l'affaire.
avant de donner le verdict final, ils sont repartis à la présidence voir le président de la République en disant, dans cette histoire, voilà ce qui se fait, voilà ce qui est dit et voilà la corruption, d'où elle vient. Patrice Talon a tapé sur la table, a tapé du poing sur la table. Il a dit, montrons que nous sommes patriotes, montrons que le patriotisme nous habite, montrons que, pour une fois, nous pouvons jouir de nos propres efforts et nous pouvons construire notre pays sans les aides d'autres personnes. Ça va aller, Suzy, ça va aller. Israël Obama, c'est pas grave. Qu'est-ce que Patrice Talon a dit? Je dois entendre votre décision, mais une décision patriotique. Les juges sont repartis au tribunal, le jour-là devant les avocats de Vincent Bolloré, le jour-là devant les avocats de M. Samuel Dossou. Ils ont donné le verdict final, ce qui était sans appel, hein. Là, on ne pouvait plus faire. Suzy, toi-même, tu es avocate. Tu dois connaître. Bon, moi, je ne suis pas avocat, hein, donc je ne connais pas les termes que vous employez là-bas. Vincent Bolloré, quand ils arrivent au tribunal, le tribunal du Bénin a décidé que cette affaire était close et celui qui avait gagné le procès s'appelle Samuel Dossou. À l'heure actuelle où je vous parle, Samuel Dossou est en train de réaliser ce chemin de fer entre le Bénin et le Nigeria. Pour la gloire, pour la beauté, pour la victoire de son propre pays. Et c'est comme ça. Ali Bongo, est-ce que tu vois des exemples comme ça? Même si on dit aujourd'hui que vous êtes Nigérian, même si on dit aujourd'hui que vous êtes un enfant adoptif, même si aujourd'hui on dit que vous n'êtes pas Gabonais, même si on dit aujourd'hui que vous n'avez rien de ce peuple-là en vous, dans vos veines. Mais pour prouver le contraire, Ali Bongo Ndimba, soyez un peu plus sage qu'on ne le croit de vous. Soyez un peu plus mature, soyez un peu plus visionnaire, soyez un peu plus décisif, soyez un peu plus réfléchi, Ali Bongo. Pour le montrer, pour dire aux gens que vous n'êtes pas celui qu'on dit. Pour montrer aux gens que vous devez tout au peuple gabonais. Pour montrer aux gens, pour prouver aux gens que vous êtes reconnaissant de la personne que vous êtes devenu grâce au Gabon. Ali Bongo, construisez les universités à la place des stades de football. Construisez des centres de formation à la place des stades de handball. Le stade de la CAN Junior d'handball. Les Gabonais vont aller manger ça, après acclamer, après être dans les gradins. Les Gabonais, quand ils rentrent chez eux, ils vont manger ça. Ali Bongo Ndimba, soyez un peu plus mature. Les gens s'amusent avec votre nom. Les gens vous font croire que vous êtes là, vous êtes adulé. Mais c'est les mêmes là, mes oncles qui sont autour de vous. Ces ministres là. Ces Gabonais qui sont là. Comme aide de camp, comme ceci ou cela, ce sont eux qui disent à leur maîtresse, ce sont eux qui disent à leur famille, ce sont eux qui disent à leurs parents, il est malade, il est bête, il est irréfléchi, il est comme un enfant, il détruit le Gabon, il gaspille le Gabon, ce sont eux les premiers à vous vilipender. Ce que vous faites là-bas, le peuple n'est pas avec vous. Vous êtes-vous déjà posé la question, un jour, de savoir pourquoi est-ce que le peuple est toujours au courant de ce que vous faites dans le secret? Parce que ce sont ces gens qui servent de courroie de transmission entre vous et le peuple. Mais vous ne l'écoutez pas comme ça. Ali Bongo Ndimba. On a toujours dit, un enfant maltraité dans son enfance, lorsqu'il réussit, la première chose est de montrer à tous ceux qui ne croyaient pas en lui qu'il pouvait faire du bien autour de lui. Un enfant maltraité, lorsqu'il réussit, lorsqu'il devient mature, lorsqu'il devient grand, lorsqu'il devient adulte, s'il campe sur toutes les moqueries, s'il campe sur toutes les fois où on l'a insulté, cela signifie d'abord dans la sagesse africaine, qui n'a rien à voir avec le peuple qu'il traite comme des animaux, qui n'a rien à voir avec l'histoire de ce peuple, qui n'a rien à voir avec cette terre. Aujourd'hui, vous croyez que c'est vous le seul qui avez été insulté? Aujourd'hui, vous croyez que c'est vous le seul qui avez été martyrisé dans le monde entier? Non, mais prouvez le contraire. Prouvez le contraire à ceux qui disent que vous êtes adoptés. Prouvez le contraire à ceux qui disent qu'ils croient connaître votre histoire. Prouvez le contraire à ceux-là. Et faites-vous
aimé par cette jeunesse qui rêve d'étudier dans des infrastructures décentes, de se réaliser au Gabon, vous emprisonnez tout le monde. Quelqu'un parle le lendemain matin, on va menacer sa mère. Vous emprisonnez tout le monde. Quelqu'un parle, avant même qu'il n'aille se coucher, on vient l'arrêter devant ses enfants, devant sa femme, devant ses frères, devant sa famille. Et c'est ça le Gabon que vous voulez demain? Et vous faites semblant, oui, le dialogue national. Et vous faites semblant, oui, la cohésion nationale. Et vous faites semblant, oui, la réconciliation nationale. Et vous faites semblant de venir dire des discours qui montrent quel mépris vous avez sur les Gabonais. Le Gabon est en train de vaciller. Le Gabon est en train de grogner. Il y a une grogne qui s'empare du Gabon. Vous partez faire vos vacances à Londres. Vous partez aux États-Unis, vous narguez les gens. Vous achetez les jeunes Gabonais aujourd'hui qui ne viennent vers vous que pour avoir de l'argent, que pour avoir quelques pièces, que pour avoir quelques billets. Et vous en êtes heureux et vous en êtes satisfait. Est-ce que c'est normal? C'est de ce Gabon dont vous rêviez? C'est ça? Macky Sall aujourd'hui au Sénégal est en train de faire des exploits. Macky Sall au Sénégal est en train de faire des exploits. Des exploits de montrer à son peuple, même s'il est critiqué, parce que nul ne peut faire l'unanimité, nul ne peut arracher l'amour du monde entier, parce qu'il y aura toujours des gens pour nous critiquer, il y aura toujours des gens pour nous insulter, il y aura toujours des gens pour être contre nous. Parfois, c'est leur manière à eux d'exprimer leur reconnaissance par rapport à nos exploits, à notre succès. On ne va pas s'en tenir à ça. Mais vous, Ali Bongo Ondimba, lorsque vous êtes devant votre miroir et lorsque vous regardez le Gabon, bien que l'époque de votre père ne fût pas l'une des plus belles de l'histoire du Gabon, mais à l'époque de votre père, le Gabon se portait un tout petit peu mieux qu'aujourd'hui. Quand vous voyez, quand vous vous voyez dans un miroir normal, un miroir non déformant, quand vous vous regardez aujourd'hui, lorsque vous vous baladez dans Libreville, quand vous regardez la mine du peuple, quand vous regardez la santé du peuple, quand vous regardez la santé de la jeunesse qui se meurt tous les jours dans des drogues, cette jeunesse qui se meurt dans des drogues, vous êtes insensible. Aujourd'hui, ces jeunes-là, on apprend qu'il y a des drogues comme les kobolos, il y a d'autres drogues comme ceci ou cela. On apprend que dans les écoles, les établissements scolaires, les élèves se poignardent. On apprend que dans certaines structures sanitaires, les femmes accouchent à même le sol. On apprend que dans certains établissements, les enfants n'ont même pas de latrines, c'est-à-dire des vestiaires. Et vous êtes là, vous prenez votre je ne sais pas, vous venez en France, au One Summit Planet, ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas un Américain. Vous venez là et vous glandez devant le monde entier. Oui, je promets de participer à hauteur de 500 000 $. Ces 500 000 $ là auraient permis à combien d'écoles d'exister en France? Cet argent aujourd'hui que vous dépensez à hauteur de centaines de milliers de millions d'euros pour construire les stades, pour organiser des cérémonies qui ne tournent qu'autour du culte de la personnalité de votre nom. Combien de logements, combien de familles du Gabon auraient eu leur salaire? Ces retraités qui sont en train de pleurer, ces enfants qui sont en train de pleurer. Ali Bongo Ondimba, vous êtes vraiment un cruel, vous êtes méchant. Aujourd'hui, même dans ma famille, je ne m'entends plus avec personne. Tout ça à cause de vous, parce que j'ai pris position. Je n'ai pas pris position parce que je suis un opposant. Ce sont des gens qui sont un peu malades, hein, mentalement. Ce sont des gens qui sont un peu diminués psychologiquement, ou je ne sais pas qui le pense. Mais moi, je parle parce que ma culture se meurt. Ali Bongo Ondimba, vous êtes un méchant. Ali Bongo Ondimba, vous êtes un cruel.
Ali Bongo Ondimba, vous êtes un démoniaque. Ali Bongo Ondimba, vous êtes un sans-cœur. Parce que quelqu'un qui a le cœur, quelqu'un qui a vu comment les Gabonais sont, quelqu'un qui a vu, qui a grandi au Gabon, avec Bongo, n'aurait pas traité les Gabonais comme vous êtes en train de traiter les Gabonais aujourd'hui. En laissant grandir des gens comme les Akoumbessi au Gabon, des gens comme les Liban Soleiman au Gabon, qui sont là en train d'emmerder les Gabonais, en train de pervertir la jeunesse du Gabon, pour avoir gain de pour avoir un peu d'argent, pour avoir... Mais non, Ali Bongo Ondimba. Tout ce que vous faites, je lis des livres, je regarde beaucoup de documentaires. Et j'ai retenu d'un grand journaliste burkinabé qui avait même été tué par le pouvoir de Blaise Compaoré. Il avait été calciné à cause de ses vérités. Il disait, toutes les compromissions se payent. Ici-bas, il n'existe nulle part de paradis pour personne. Parce que le paradis comme l'enfer se vivent ces deux choses sur terre. Avant qu'on aille en terre, chacun paiera le prix. Avant qu'on aille en terre, chacun rendra ses comptes. Avant qu'on aille en terre, chacun dira ce qu'il a fait. Ali Bongo Ondimba, je suis en train de m'adresser à vous. 2018 là, c'est vous et moi. À l'époque, lorsque nous parlions, à l'époque, lorsque nous nous voyions, nous discutions toujours des problèmes culturels, des projets culturels. Nous avions toujours abordé certains domaines, certains sujets sur la culture. Et vous m'aviez promis, Isaac John, je ferai tout. Isaac John, mais ne me laissez pas seul, soyez avec moi pour qu'on construise ensemble notre pays. Ali Bongo Ondimba, que ce fut à Paris, que ce fut au Gabon, que ce fut ailleurs, vous m'avez promis que la culture du Gabon brillerait parce que vous êtes là. Et j'ai cru que vous le ferez. Et j'ai cru que vous le réaliseriez. Mais aujourd'hui, je me suis trompé. Je me suis fait du mal avec des gens qui comptaient sur moi parce que je parle de la culture, parce que je défends la culture gabonaise où que je suis. Je me suis largement trompé en les rassurant, en leur demandant d'attendre encore un peu, que vous avez compris, que vous allez changer, que vous alliez faire beaucoup de choses pour améliorer nos conditions de vie. Regardez à quoi ressemblent les artistes au Gabon. Les artistes ressemblent à des mange-mille. Les artistes n'ont pas de statut. Les artistes n'ont pas de valeur. Les artistes sont toujours piétinés par ceux qui viennent d'ailleurs, invités toujours par vous. Vous voyez? Les artistes gabonais n'ont pas de valeur. Même moi qui ai souvent chanté à la présidence, sous votre règne, j'ai été traité comment? Ali Bongo, vous êtes en train de tuer le Gabon. Si vous ne pouvez pas, comme vous avez montré déjà que vous ne pouvez pas, vos capacités montrent à tout le monde entier que vous n'êtes pas le bon président pour le Gabon, parce que les étudiants du Gabon sont en train d'être chassés dans leur campus, dans le monde entier. Il n'y a plus de bourse au Gabon, l'un des pays qui avait commencé à développer cette politique-là, d'avoir des étudiants boursiers dans le monde entier. Aujourd'hui, le Gabon se retrouve sur la toile avec du courrier administratif des services administratifs français qui s'occupent des bourses des étudiants gabonais, qui disent depuis tant de mois, les bourses n'ont pas été payées, depuis tant de mois, ils n'ont pas reçu leur règlement et les étudiants risqueraient d'être dehors. Vous êtes content, Ali Bongo Ondimba? Est-ce qu'il vous arrive souvent d'être entouré de vos enfants? Noureddin, Jalil ou qui là, je ne sais pas trop, les petits là, hein? Il vous arrive d'être entouré d'eux, les Malika, hein? Et de leur parler de votre enfance, et de leur parler des endroits où vous alliez souvent chasser, où vous alliez peut-être ramasser du bois pour le feu, ou de leur raconter des histoires sur vos grands-parents, ou je ne sais pas, je ne sais pas. Mais vous êtes le premier à les envoyer à Franceville, à Massoukou, pour se faire, introniser traditionnellement à Eyouga. C'est actuellement que Brice Farjean, reconnu par l'un de mes parents maternels là, à Lianga,
C'est aujourd'hui que Brice Farjean a pensé à construire une maison à Eyura, son pseudo-village. Depuis longtemps, il faisait quoi? C'est parce que Brice Farjean a harangué quelques petites foules à Libreville, certains petits jeunes des quartiers défavorisés ici et là, à qui il donnait un petit 5 000, un petit sandwich, un petit t-shirt Ali Bongo, que vous l'avez fait directeur de cabinet de la présidence, du président de la République. Rien que pour ce critère-là. Et vous voulez que les Gabonais soient toujours là en train de croire en vous? Vous avez menti, Ali Bongo Dimba. Vous avez menti. Parce que 2023, si même il faut aller jusqu'à 2023, pour vous laisser, parce que vous êtes là, vous avez l'armée, vous avez les institutions, vous avez tout, mais ce ne sera pas facile de vous réveiller chaque jour et de ne pas rencontrer des Gabonais qui vous montrent leur colère, soit par des moyens directs, d'être en face de vous, physiquement, ou par des moyens indirects, comme c'est le cas pour nous qui sommes à l'Hexagone et qui pouvons encore nous permettre cette liberté de vous faire des petites vidéos pour vous interpeller. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. C'est un conte que me racontait ma grand-mère. Un jour, Ali Bongo, il faut écouter le conte, hein, même si on dit que vous n'écoutez pas, même si je sais que les gens vont écouter et ils viendront vous dire. Un jour, une femme stérile pleurait d'avoir des enfants. Elle pleurait tellement. Elle pleurait tous les jours. Et dans ce village, toutes les jeunes filles avaient été mariées. Chacune avait un mari. Chacune était heureuse d'être dans son foyer. Et cette femme-là, qui n'avait jamais connu la douleur de mettre au monde un enfant, aussi a eu son mari. Et tout le monde était heureux, chacun dans sa maison, dans son foyer. Et un jour, toutes les femmes tombèrent enceintes. Chacune d'elles avait une joie. Oh, je suis enceinte. Oh, mon Dieu, je suis tellement contente. L'autre sort là-bas. Oh, je suis aussi enceinte. Oh, mon Dieu. Oh, oh, oh. Et dans ce village, quand les femmes étaient enceintes, quand une femme était enceinte, son mari cherchait à élever un petit chiot pour que, pendant la grossesse, le chiot s'habituait déjà à la femme. Et une fois l'enfant mis au monde, et que la mère partait en brousse, continuait ses occupations champêtres, et pendant que son mari aussi était dans la forêt pour la chasse, pour subvenir aux besoins de sa famille, le chien était la sentinelle pour garder l'enfant au village, parce que le chien repousse tout ce qui est reptile, le chien protège l'enfant, le chien quand l'enfant pleure beaucoup, il peut se mettre à aboyer, le chien quand l'enfant pleure beaucoup, il peut se mettre à tourner autour de l'enfant, c'est comme ça qu'on a grandi au village. Et du coup, cette femme-là, elle n'avait pas eu d'enfant. Pendant que toutes les autres avaient eu les grossesses, cette femme-là n'avait pas eu d'enfant. Et le monsieur qui était avec elle, vu que toutes les autres étaient enceintes et qu'elle n'était pas enceinte, il s'est dit cette femme avait un problème. Il est reparti d'où il venait. Et la femme est restée seule. Les autres avaient les enfants, les autres avaient leur mari. Elle n'avait rien eu. Ni le mari, ni l'enfant. Parce que l'homme qui était avec elle, au bout d'un moment, s'est découragé et il est parti. La femme est restée. Les autres ont élevé leur grossesse jusqu'à maturité. Ces femmes ont accouché et ont commencé à laisser leurs enfants avec leurs chiens. La femme stérile, en allant en forêt, elle a trouvé que la panthère avait mis bas. La panthère venait de faire son petit. Qu'est-ce que la panthère, qu'est-ce que la femme a fait? Elle a repéré l'endroit où la panthère avait mis bas. Le jour où la panthère est partie chercher de la nourriture pour nourrir son petit, elle est allée chasser du gibier. La dame stérile est partie en cachette, voler le petit de la panthère et l'a ramené au village. De toutes ces femmes qui avaient accouché, il y avait une qui était la plus maboule.
On l'appelait la Maboule parce qu'elle rigolait beaucoup, elle buvait beaucoup le vin, elle aimait chanter, elle était toujours joyeuse, elle était toujours contente. Elle aimait vraiment, elle s'aimait, elle aimait vraiment sa vie. Et cette femme-là, pendant que les autres étaient occupés au retour des champs, à dorloter leurs enfants, à être avec leurs enfants et tout, elle a vu la femme stérile venir de la forêt avec un petit animal qui ne ressemblait pas à un chiot, mais qui ressemblait à une panthère. Elle a crié, elle a dit aux autres, j'ai vu l'autre là qui n'a pas d'enfant venir avec une panthère. Faisons attention. Les autres ont dit, ah, tu es ma boule, tu aimes toujours accuser l'autre, que non, tu laisse-la tranquille, tu sais qu'elle parle mal parce qu'elle n'a pas d'enfant, hein? On a tous été mariés, on a toutes été enceintes, elle n'a pas eu d'enfant, du coup son mari aussi l'a laissée, ne la provoque pas, laisse-la tranquille. Elle, quand elle revient des champs, elle pose son panier là-bas, elle est dans sa cuisine, puisque nous ne la fréquentons pas, donc... arrêtons de l'emmerder, va là-bas avec tes histoires. Ils ont commencé à négliger ce que la Maboule, qu'ils traitaient de Maboule, celle que ces femmes-là traitaient de Maboule, ils ont commencé à crier sur elle. Elle leur disait, ah, j'ai vu l'animal qu'elle a ramené de la brousse là, c'est pas un chien, c'est pas un chiot, comme nous, on en a eu pour garder et puis assurer la sécurité de nos enfants. Les autres femmes là n'ont pas voulu écouter cette dame. Du coup, la Maboule a dit, à partir d'aujourd'hui, quand on va en brousse, hein, vous laissez vos enfants hein, avec les chiens. Moi, je prends mon enfant, même si les mouches tchétchés vont le piquer, même si je ne sais pas qu'est-ce qui peut nous arriver, je vais me mouiller avec mon enfant si jamais il pleut. Je vais me brûler avec mon enfant si jamais le soleil un soleil, on dit souvent un soleil brûlant. Voilà. Je préfère avoir mon enfant avec moi que de le laisser. Entre-temps, la femme stérile là nourrissait l'enfant de la panthère. L'enfant de la panthère. La femme là a passé son temps à nourrir le panthéro. Le panthéro, c'est le petit de la panthère. L'enfant la dame stérile là a nourri le petit de la panthère tout le temps pendant que les autres allaient en brousse. À un moment donné, quand la femme stérile voyait que tout le monde était parti en brousse et que les enfants étaient restés avec les chiens, elle laissait sortir la panthère. La panthère a commencé à tuer le premier chien. Quand les femmes sont rentrées du village, des champs, elles arrivent, elles croisent qu'il y a eu, on dirait, une bagarre, il y a eu, on dirait, quelqu'un venu saccager l'une des maisons où il y avait l'enfant, mais il n'y a plus de chien, l'enfant est en train de pleurer, les autres chiens sont dans leur maison à pleurer. Les femmes disent, mais mon Dieu, comment est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que des chiens, ils ne peuvent pas parler. Les chiens aboient tous vers la maison de la femme stérile, et la femme stérile est dans sa maison, puisque la panthère a déjà fini de tuer le premier chien, elle est repartie dans la maison de sa propriétaire, et la propriétaire a fermé sa maison. Comment savoir? La dame Maboule là, que tout le village traitait, oui, que tout le village traite, oui, tu es Maboule, oui, tu es ceci, cela. Cette femme là a dit, je vous avais prévenu que ce que j'avais vu la femme là revenir avec ça de la brousse, ce n'était pas un chien. Les autres ont encore crié, ah, quitte là, tu parles comme ça pourquoi? Laisse ça. Hein? Tu veux l'accuser pourquoi? La dame elle était toujours dans sa maison pendant que la panthère terminait de manger le chien qu'elle venait de tuer. Le lendemain matin, celle à qui on avait tué le chien a dit à l'autre, à une autre avec laquelle elle s'entendait très bien, elle a dit, bon, comme mon chien a disparu, je ne sais pas où il est parti, je vais prendre mon enfant, je vais mettre à côté du tien, comme ça ton chien va veiller sur les deux. Les femmes sont reparties au champ. Quand les femmes repartent au champ, la femme là voit qu'il n'y a plus personne. La dame qui prend son enfant pour aller au champ avec elle, celle qu'on appelle la Maboule, elle va au champ, elle revient sur ses pas.
elle se cache quelque part, elle regarde. Elle voit la vieille stérile qui ouvre sa porte, qui laisse sortir la panthère. La panthère va manger le deuxième chien qui gardait les 2 enfants cette fois. Et puis après, elle finit de manger le reste de la carcasse. La panthère tire. La vieille stérile ouvre la porte. La panthère rentre dans sa maison et elle ferme. Quand les autres femmes reviennent de la plantation, voilà, elle constate le même cinéma qui s'est passé hier. Elle crie. Oh, mais l'enfant, c'est comment? Les enfants, on a laissé à 2. Oh, il y avait le chien, on ne revoit plus le chien. Le chien est parti. Le chien est parti où? Ça, c'est le deuxième chien. La dame là, ma boule leur dit, oh, mes sœurs, oh, réveillez-vous un peu. Je vous dis que moi, aujourd'hui, là, j'ai vu. Elles ont pris la femme là, elles ont tapé. Tais-toi, tu es qui? On te dit que laisse la pauvre femme tranquille, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant, elle doit souffrir parce que depuis un moment là, elle ne sort même plus veiller avec nous comme d'habitude. Laisse-la tranquille. Tu sais que son mari vient de la refuser parce que elle n'a même pas eu la grossesse au même moment que nous. Faut la laisser tranquille. Les autres criaient sur cette femme là. Quand la femme l'a vu comme ça, hein, la femme là dit, ah, vos choses là, je ne parle plus, je vais seulement regarder. Lorsque le matin arrivait, cette femme là prenait son enfant, elle le mettait au dos. Elle disait, bon, comme vous ne voulez pas m'écouter, hein, on y va. Elle partait aussi à ses champs. Une fois au champ, le soir, quand les femmes là arrivaient, l'autre chien avait disparu. L'autre chien avait disparu un autre jour. L'autre chien, la même femme stérile là, ouvrait la porte, laissait sortir la panthère, et puis après, quelques temps après, quand les femmes partaient maintenant au champ, il n'y avait plus personne, hein, à qui confier les enfants. Elle disait à la femme stérile, hein, maman, nos enfants sont là, oh, pardon. Tu sais que nous, nos chiens, on ne sait pas qui les a pris, oh, faut garder. La femme a dit, oui, oh, je suis seulement dans ma maison. Je vais regarder de temps en temps, je vais jeter un coup d'œil. Mais j'entends souvent un bruit là, hein. On dirait qu'il y a des gens qui marchent souvent dans le village là. Mais comme moi aussi j'ai peur, je ne peux pas sortir. Les femmes l'ont dit, d'accord, maman. Dès que les femmes là sont parties au champ, la maman là, qui est stérile là, a ouvert seulement sa porte. La panthère est sortie. Elle a maintenant commencé à manger les enfants puisqu'il n'y avait plus les chiens. Pardon. Mais vous savez, en langue, quand on raconte ça, c'est tellement beau. Parce qu'il y a des proverbes, il y a beaucoup de choses qui sont dites. La femme est restée là, la vieille là, avec sa panthère dans la maison. La femme est restée là. Ali Bongo, faut écouter. La femme est restée là. Les femmes sont allées au champ. Elle ouvre la porte le jour d'après. La panthère sort. Elle prend l'enfant. Elle bouffe. Quand les femmes reviennent, elle commence à pleurer maintenant les enfants. Elles disent, oh mon Dieu, on était là avec nos chiens. Nos chiens étaient là tout pour nous. Nos chiens nous gardaient les enfants. Les chiens ont commencé à disparaître. Maintenant, nos enfants sont où? Maman, est-ce que tu n'as vu personne? La maman dit, j'étais ici. Oh. Je croyais que c'était vous. Quand j'ai entendu le bruit, j'ai dit, ah, je ne peux pas sortir. Hein. Sinon, on va dire que tu n'as pas d'enfant. Tu viens faire quoi ici? Voilà pourquoi je vous laisse toujours, hein, dans votre côté. Vous avez vos enfants. Vous avez vos bonheurs. Vous avez vos maris. Vous avez tout. Moi, je suis ici, je suis seul. Laissez-moi tranquille, je n'ai rien entendu. Vos enfants sont là-bas. L'autre jour, les femmes là disent encore, maman, puisqu'on ne sait pas où vont les enfants, on ne sait pas où. Mais puisque dans les champs là-bas, il y a beaucoup de travail et tout. Au moins au village ici, les enfants peuvent rester en sécurité. Bon, on a déjà pris ces enfants-là. Maman, vraiment, prends ces enfants. Ils prennent maintenant les enfants, ils vont mettre dans la maison de la vieille. Là où il y a le danger, maman, garde-nous les enfants. Qu'est-ce que la vieille fait? Elle n'a même plus le temps d'ouvrir la porte, non? Les enfants sont sur le plateau, sur la table du monstre. La panthère sort seulement les griffes. F-I-N, fin. Voilà comment la panthère a fini les chiens, la panthère a fini les enfants. Quand les femmes reviennent du village, la vieille elle a dit, je suis partie au puits. Quand je suis partie au puits là-bas, quand je suis revenu, j'ai trouvé ma porte ouverte et il n'y avait plus les enfants. Je me suis dit que c'était vous qui êtes venus chercher vos enfants à mon insu. Mais vous me dites que les enfants ne sont pas là. Je ne sais pas où ils sont partis. Les femmes ont commencé à pleurer. Les femmes ont commencé à pleurer. Les femmes ont commencé à pleurer. La nuit maintenant, pendant que tout le monde dormait, chacune des femmes chez elle, dans sa maison, la maman fait sortir maintenant. La maman ouvre, la vieille femme stérile là, elle ouvre la porte la nuit. La panthère sort. Elle commence à manger la première femme.
Le matin, les autres viennent dire bonjour et tout et tout. Oh, mais on va aller au champ, mais on ne sait pas où sont passés nos enfants, on ne sait pas comment on va faire et tout et tout. Leurs pères ne sont même pas là. Le temps qu'ils vont arriver, ils vont nous faire des problèmes. Les enfants sont où? Oh, oh. L'autre est où? Ah, mais elle est chez elle, non? Et elles vont cogner comme ça. Elles cognent, rien. Elles ouvrent la porte comme ça, là. Il n'y a personne. Mais l'autre est où? Elles partent au champ. Elles disent, ah, peut-être l'autre, hein, elle est partie chercher les enfants, on ne sait pas parce qu'on n'a même pas entendu de bruit et tout. Entre-temps, la panthère l'a déjà mangé. L'autre jour, le jour suivant, pendant que ces femmes-là reviennent des champs, les femmes se préparent à dormir, elles prennent leur bain, leur douche, elles mangent, elles sont là, elles racontent un peu. Et puis après, chacune va chez soi. La nuit, très tard, la femme stérile là, le même scénario, elle ouvre la porte, la panthère sort, elle va maintenant manger. Les femmes, les unes après les autres, les unes après les autres. Quand la Maboule a vu qu'il restait peut-être 2 ou 3 femmes en vie, et elle avec son enfant, le matin, pendant que les autres partaient au champ, elle a fait croire, comme d'habitude, qu'elle partait au champ. Elle a marché toute la journée. Elle a marché. Elle s'est retrouvée dans un autre village, très loin de son village à elle, où la panthère était en train de sévir. Elle a raconté son histoire. Que regardez, j'étais dans un village avec les autres. Voilà. Non! J'ai sauté. La panthère est d'abord restée. La dame est d'abord restée avec son enfant. Donc la panthère a mangé. Tout le monde. Toutes les femmes là. Il restait elle et son enfant. Et le soir où la panthère a mangé la dernière femme avant elle, elle a vu le danger arriver. Elle a dit non. Si je reste, ça va être grave pour moi. Le matin, elle a fait semblant de partir à la plantation. La femme stérile s'est mise à l'idée que cette femme-là, lorsqu'elle va revenir ce soir, je vais ouvrir ma barrière, la panthère va aller manger la mère, et moi, je vais rester avec l'enfant. Puisqu'il n'y aura plus de témoins, il n'y aura plus personne pour voir à qui appartient l'enfant. L'enfant, quand il va grandir, il ne reconnaîtra plus que moi comme maman. Et cette panthère, je vais chercher à m'en débarrasser. Ça s'est passé comme ça. Le matin, la femme, avant de partir au champ, elle a regardé dans la maison de l'autre là, la dernière femme qui restait au village. Elle a vu que l'autre aussi avait disparu. Elle a pris son panier, elle a pris son enfant, elle a mis au dos. Elle a fait comme d'habitude, comme si elle partait au champ. Quand elle est partie, elle a marché, elle a traversé des rivières, elle a traversé des savanes, elle a traversé des forêts. Elle s'est retrouvée dans un autre village. Arrivée dans ce village-là, elle a raconté aux gens de ce village que voilà pourquoi est-ce que je viens chez vous. Parce qu'à l'époque, on n'acceptait pas les gens qui arrivaient d'autres villages ou d'autres ethnies. Parfois, on pouvait penser que c'était des espions ou voilà. Donc, du coup, la femme a expliqué au propriétaire du village dans lequel elle se retrouvait. Elle a dit, je suis avec mon enfant, voilà ce qui s'est passé. J'ai dit aux autres que la femme là qui est stérile là avait ramené quelque chose de la forêt qui n'était pas comme nous. Nous avions aussi ramené les nôtres parce que nous, on avait ramené des petits chiots pour qu'on puisse les élever, les habituer à nous, afin qu'ils puissent garder nos enfants lorsque nous irons au champ. Maintenant, cette femme qui est stérile, là, son mari l'a refusé parce qu'elle n'avait pas pu être enceinte au même moment que nous. Son mari est parti. Elle a eu la rancune parce que nous, quand on disait « Oh, on est enceinte. Oh, mon mari m'a engrossé. Oh, et tout. » C'était pour elle comme si on était en train de l'insulter. C'était comme si on était en train de la mépriser. C'était comme si on la provoquait. Donc, elle, quand elle est partie, elle a volé l'enfant de la panthère. Elle est venue l'élever. Et moi, quand j'ai vu ça, les autres ont dit que j'étais Maboule. Et la panthère a commencé à tuer les chiens. Elle a tué les enfants. Elle a tué toutes les femmes. Et là où je vous parle là, c'est parce que hier soir, elle a tué la dernière femme qui restait avec moi. Parce que la femme stérile là, chaque soir, elle ouvre la porte pour que cette panthère la sorte. À l'insu de tout le monde,
Et cette panthère est tellement maligne que lorsqu'elle tue, elle attrape le coup. On n'a même plus le temps de crier. On n'a même plus le temps de faire du bruit pour alerter le voisinage. Qu'elle finisse son repas. Après, elle balaie tout avec sa langue. Elle enlève jusqu'à la dernière goutte de sang pour ne pas que l'on sache qu'il y a quelque chose qui est en train de tuer les gens dans le village. Voilà pourquoi je suis venu vers vous. Les sages du village se sont regroupés. Quand les sages du village ont pris la décision de garder la femme là, ils ont fait une cérémonie. Dans cette cérémonie, ils ont chanté la chanson. Pour yerikwe diele na ojiriki homo. 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 Pour yerikwe yo ye ya ye yerikwe diele na ojiriki homo. Pour yerikwe diele na ojiriki homo. Pour yerikwe diele na ojiriki homo. Le gabwe yerikwe diele na ojiriki homo. Pour yerikwe diele na ojiriki homo. Ils ont accepté la femme là dans leur village et ils sont restés. Ils sont restés. Ils sont restés. Quand la nuit est tombée, la femme stérile attend que le gibier rentre du village, de la plantation avec son bébé pour que son enfant, la panthère, puisse avoir de quoi manger. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Elle attend. La femme Maboule, que les autres ont toujours traité de Maboule, elle attend cette femme qui partait à la plantation avec son bébé, qui avait vu le danger arriver et qui prévenait les autres pendant que les autres lui disaient « Ah, laisse, c'est quoi hein, c'est le temps. Oh, laisse, il n'y a rien. Ah, c'est ça. Ah, c'est le temps. On ne fait pas de vie avec du neuf. Voilà, c'est ci, c'est ça. » Cette femme-là avait vu. Elle avait vu. Elle avait vu le danger arriver. Elle disait aux autres, cette femme-là, quand elle est arrivée là, j'ai vu ce qu'elle a amené de la brousse là. L'animal là n'était pas comme le chien. Les autres disaient, c'est le temps. Hey, c'est le temps. Hey, hey, c'est le temps. Hey, hey, c'est le temps. Hey, hey, c'est le temps. Le temps est là. La panthère est en train de régner au Gabon. Chers Gabonais, laissez-moi vous parler dans la sagesse. La panthère est en train de sévir au Gabon. La panthère est en train de déchirer le Gabon. La panthère est en train de sucer le sang des Gabonais. Et la panthère, quand elle vient au Gabon, là, elle a tout avec elle. Elle a les hyènes. Elle a les pitons. Elle a les lions. Tous ces animaux féroces-là sont en train de décimer le peuple gabonais. On est en train de voir. On ne parle pas. Les gens comme moi, on les traite de maboules pendant qu'ils ont vu que ce que la dame a ramené de la plantation, ce n'était pas un chien comme les autres. Voilà. Et la panthère attend son dîner. La panthère attend que sa propriétaire ouvre la porte comme d'habitude. La propriétaire aussi a déjà peur. Ma panthère, aujourd'hui, elle va manger quoi? Ma panthère, aujourd'hui, je vais faire comment? La femme là rentre de la brousse à quelle heure? La femme là, quelque chose lui est arrivé en forêt. La femme là, qu'est-ce qu'elle a eu en chemin? La femme là, avec son bébé. Au moins, ma panthère aura deux repas. Au moins, ma panthère aura... elle avait pensé que si jamais la panthère s'en prenait à la maman, elle tuait la panthère, et puis après, elle prenait l'enfant pour éduquer l'enfant et faire de cet enfant le sien. Parce que l'enfant est bébé, quand l'enfant va grandir, l'enfant ne saura pas que ce n'est pas ma mère. L'enfant ne saura pas que la maman là a pris la panthère pour tuer tout un village. La panthère regarde maintenant le propriétaire. La panthère lui dit, mais toi qui es venu me prendre là-bas, j'ai déjà mangé, mais celle que je dois manger aujourd'hui est où? Elle est maintenant devant la panthère. Elle est maintenant devant la panthère. C'est le temps. Hey, hey, c'est le temps. C'est le temps. Hey, hey, c'est le temps. On ne fait pas de vie avec une neuf. Vous avez perdu toute la sagesse du peuple gabonais. Vous avez perdu toute la sagesse. Ça, ce sont des contes qu'on nous raconte, nous, lorsqu'on partait nous initier. Ce sont des contes. Tous ceux qui entendent ce conte-là savent l'importance et la valeur spirituelle et mystique que ce conte-là a. Voilà. Tous ceux qui m'écoutent et qui suivent
l'histoire de ce conte-là, ils savent. Ils disent, ah, l'enfant là, c'est pas des contes qu'on raconte dans les petits endroits où il y a les petits, où il y a les enfants qui jouent. Non, ça, ce sont des contes qu'on appelle la transmission de la sagesse. La transmission du pouvoir mystique. C'est ça. Lorsqu'on parle avec vous, là, vous n'écoutez pas, vous prenez tout le monde comme des zinzins. C'est ça. La panthère, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle n'avait pas le repas, elle a pris la femme stérile, elle a mangé copieusement, délicieusement. Elle a broyé jusqu'aux os. Et qu'est-ce que la panthère a fait? Ce n'était pas le village de la panthère. Ce n'était pas la famille de la panthère. Ce n'était pas la culture de la panthère. Quand la panthère a fini de manger cette femme stérile qu'il avait emmenée pour tuer les autres femmes et les enfants et les chiens, la panthère a pris ses pattes. Elle est retournée à sa mère, la jungle. Elle est retournée à sa mère, la forêt. Elle est retournée à sa mère. Pardon. Originelle. La panthère est repartie en brousse. Et cette femme-là, qui avait survécu, parce qu'elle avait vu et elle a pris ses distances, elle a dit, si les autres m'avaient écouté, si les autres m'avaient écouté, les autres seraient en vie aujourd'hui. Si les autres avaient pris la peine, au moins de vérifier, de voir, d'aller toucher du doigt ce que moi j'avais dénoncé au début. Les autres là allaient me donner raison. Tout le monde allait vivre. Mais ils ont pris l'autre, ils ont traité de maboule. Ils ont pris l'autre, ils ont traité de bête. Ils ont pris l'autre, ils ont traité je sais pas, comme les Gabonais aiment traiter les autres. Quand ils ont un peu de privilèges, les autres deviennent des moins que rien. Comme certains Gabonais aiment traiter les autres, même dans leur famille, lorsqu'ils sont au pouvoir, lorsqu'ils ont un peu de personnalité au niveau des affaires, les autres deviennent des sujets à faire attendre dans les salles d'attente à longueur de temps, sans savoir le programme des autres. Et pourtant, ici en France, ils viennent. Et lorsqu'ils viennent, ils sont reçus quand ils ont des audiences, ils sont reçus quand ils vont faire leur visite médicale, ils sont reçus quand ils ont leur rendez-vous d'affaires. On ne leur fait jamais attendre peut-être plus de 10 minutes ou de 20 minutes. Mais au Gabon, lorsqu'ils ont un petit pouvoir, ils font attendre des gens toute une journée. Ils ne savent pas si vous avez des rendez-vous. Ils ne savent pas si... Je ne sais pas. Et c'est comme ça que la panthère a décimé tout un village. Parce qu'une femme stérile ne voulait pas du bien des autres. Parce qu'une femme stérile n'était pas pour le bonheur des autres. Parce qu'une femme stérile, et c'est ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, si on ne fait pas attention, nous allons tous y passer. Si on ne fait pas attention, nous allons tous laisser notre vie, notre peau. Nous allons tous laisser ce bel avenir que tous les pays autour de nous sont en train de préparer à leur jeunesse. Vous voyez la Guinée équatoriale aujourd'hui, elle devient un modèle. Vous voyez aujourd'hui le Cameroun, avec tout ce qui se passe là-bas, c'est vrai, c'est un peuple aussi qui souffre. Mais les artistes au moins évoluent dans ce pays. Les artistes au moins disent tout ce qu'ils pensent. Vous voyez aujourd'hui le Sénégal, un pays où les Sénégalais sont venus travailler chez nous au Gabon à l'époque. Aujourd'hui, ce sont les Sénégalais qui nous apprennent la morale. Ce sont les Sénégalais qui nous apprennent la culture aujourd'hui. Parce qu'ils sont fiers d'avoir des dirigeants qui pensent un peu pour le peuple. Mais nous avons des dirigeants qui ne pensent même pas pour le peuple. Et cette femme-là, lorsqu'elle est partie dans ce village-là, on lui a donné la première place, c'est-à-dire dans le conseil décisionnaire, le conseil des sages. On lui a donné une place importante parce qu'on a vu en elle, pas le maboule esprit, pas le maboulisme de la femme qui aime rigoler, qui aime boire, qui aime passer son temps à parler. Mais on a vu la sagesse que cette femme-là pouvait apporter dans ce village pour sortir ce village-là de l'obscurantisme, pour aider ce village-là à grandir, à se développer, pour sensibiliser la femme, pour dire aux gens la culture est importante, pour dire aux gens que lorsque l'autre vous dit quelque chose, lorsque quelqu'un se plaint comme un enfant qui pleure, c'est qu'il a un malaise, c'est que quelque chose ne va pas en lui. Allez-y l'écouter, allez-y le regarder, allez-y lui rendre visite. Allez-y parler avec lui. Il a besoin d'amour. Il a besoin d'être écouté. Il a besoin de chaleur. Mais nous, au Gabon, on maltraite les autres. Et c'est pas normal. Ali Bongo, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ali Bongo, qu'est-ce qui se passe avec vous? J'ai même dit toi.
Parce que vous tutoyez, c'est même beaucoup d'honneur. Je préfère vous voyez. Parce que vous avez fait vos vœux, comme je disais. Et cette femme-là, lorsqu'elle arrive dans ce village-là, elle a dit aux gens de ce village-là que je vais vous apprendre une chanson. La chanson est la suivante. Yeo yawe mwangongo, ye mwangongo, yawe ya mwangongo, yawe ya mwangongo, ye mwangongo, yawe ya mwangongo, yawe ya mwangongo, yawe ye mwangongo, yawe mwangongo, ya mwangongo, yewe mwangongo, simanja mwangongo, simare kulu mwangongo, singambiri mwangongo. Singa mobala mwangongo, yewe ngalo mwangongo, yawe ya mwangongo, yawe ya mwangongo, mokero tala mwangongo, yewe ngalo mwangongo, yawe ya mwangongo, mwangongo, yawe ya mwangongo, ya mwangongo, ya mwangongo, yawe ya agabone na yuga me mwangongo, yawe ya mwangongo, agabone yuga me mwangongo, yawe ya mwangongo, apuna yuga me mwangongo, yawe ya anganga teye mwangongo, yawe ya apuna nganja biye mwangongo, yawe ya mwangongo, ya mwangongo. C'est-à-dire l'enfant de la panthère, c'est la panthère. Allez bongo. Aujourd'hui je suis en train de vous parler. L'enfant, les petites flèches qui vont un peu la sagesse avec laquelle j'ai grandi. J'ai grandi dans le village de Petit, le village où aujourd'hui a été inventé. C'est le village dans lequel votre père Omar Bongo Bimba fut intronisé pour avoir les attributs afin de garder le pouvoir. C'est dans ce village-là. Ce sont les grands-parents, les arrière-grands-parents de celles qu'on a mises au monde. J'ai le sang maternel en moi. J'ai le sang de ceux qui sont en moi. C'est moi qui vous parle. Demandez à ceux qui sont autour de vous, même au grand frère de votre père, qui est encore en vie, papa en vie, on vous dit. Arrêtez d'emmerder le Gabon. Arrêtez de s'éviter au Gabon. Arrêtez de ridiculiser l'image du Gabon dans le monde. C'était ça, la première partie de mes vœux pour vous. Bonne année. Au revoir.